S'il y a bien une raison pour laquelle j'aime habiter sur Terre, c'est que nous ne sommes pas seuls. Non. Parmi nous, d'autres sociétés secrètes et complexes cohabitent avec l'humanité. Ils sont organisés, ils sont minuscules et ils sont fucking nombreux. Même si certains déclinent un peu. Je vous parle évidemment des insectes sociaux et au premier rang desquels, les fourmis et les abeilles. Les fourmis, vous le savez peut-être, pèsent plus lourd en kilogrammes que l'humanité. Bien sûr, quand on parle de fourmis, on parle de milliers d'espèces différentes. Mais quand même, leurs sociétés sont d'une diversité absolument folle. Leur intelligence, leur efficacité corporelle et collective me fascinent, personnellement, complètement, et je suis pas le seul. Comme dans ce laboratoire du CNRS, le CRCA, le Centre de recherche sur la cognition animale. Allez, on y va. C'est un monde qui est tout petit et qui a un peu ses règles propres. On parle souvent de la force des fourmis, de leur puissance. C'est quelque chose qui est vraiment lié à leur échelle. Exactement. Ouais, c'est pas comme si les fourmis étaient particulièrement fortes. C'est que quand on vient à une toute petite échelle, la surface par rapport au volume est très présente. Même une goutte d'eau devient résistante. Donc leurs carapaces sont résistantes. Leur puissance qui dépend de la surface devient beaucoup plus développée qu'à notre échelle. Donc elles nous paraissent des super-héroïnes, mais c'est du fait des lois de la physique. Les fourmis évoluent dans un monde dangereux, accidenté, et sans papa ou maman pour leur tenir la main. Forcément, papa est mort pendant leur reproduction et maman est constamment en train de leur faire des petites sœurs. D'un point de vue cognitif, la navigation est d'une redoutable complexité. Les êtres humains passent presque 2 ans à développer les réseaux de neurones qui leur permettent la coordination musculaire de la marche. Et encore, faut pas qu'il y ait de petits Legos ou de cailloux sur le chemin. D'un bébé jusqu'à, on va dire, un enfant qui est capable de s'orienter dans l'espace, ça va prendre des années et ça va passer par plein d'étapes. Les fourmis passent aussi par des étapes, mais ça va être sur quelques jours. Donc on peut voir justement ce développement. Une fourmi naïve, elle va pas s'éloigner du nid, elle fait une petite danse qu'on appelle une marche d'apprentissage, qu'on a aussi chez les abeilles, un vol d'apprentissage. Pendant cette danse, elle va calibrer plein de choses. Elle va apprendre à découvrir le ciel, comment il fonctionne. Elle va apprendre les vues des objets terrestres pour savoir la localisation de son nid. C'est que petit à petit qu'elle va finir par s'éloigner en fait. Avec leurs 6 pattes, vous pourrez me dire que c'est plus stable. C'est vrai. Mais ça fait quand même 6 pattes à gérer. Enfin, je veux dire, d'un point de vue neuronal, pas mal. Toi, les questions que tu te poses, c'est quoi? C'est à quoi elle se fie pour réussir à se repérer dans l'espace? Ouais, en fait, ce qui est génial, c'est que je travaille surtout sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, l'apprentissage qui dépend de l'expérience. Et dans cette tâche de navigation, on va devoir apprendre plein de choses, mémoriser plein de choses. Donc il y a beaucoup de plasticité en jeu. Et c'est un apprentissage surtout visuel, mais qui demande à être organisé d'un point de vue spatial. Dans la nature, les fourmis font 1000 choses à la fois. Explorer, faire attention de ne pas se faire bouffer, trouver une trajectoire pour aller là où elles veulent aller, et être à l'écoute du monde qui les entoure. Et elles sont des milliers à le faire autour de la colonie. Donc pas facile, quand on a une hypothèse sur un de leurs comportements, de pouvoir suivre les fourmis une par une pour pouvoir avoir une démonstration scientifique robuste. C'est pour ça que les observations de terrain sont toujours couplées avec des dispositifs expérimentaux en labo. En plus de ça, les chercheurs choisissent certaines espèces de fourmis en fonction des questions qu'ils se posent. Là, par exemple, comme Antoine se pose la question de la place de la vision dans la navigation, il a choisi des fourmis du désert, pas une fourmi maniant complètement aveugle. Et pourquoi tu choisis d'étudier ces fourmis-là particulièrement? Alors, il y a plein d'avantages méthodologiques. Déjà, on peut les étudier sur le terrain. Donc, par exemple, quand on utilise, comme moi, la vision, comment elle se repère dans l'espace, on peut faire plein d'expériences sur le terrain. Par exemple, on peut simplement prendre une fourmi, elle s'accommode très bien à être prise, la déplacer dans le noir, la relâcher à un point B, voir comment elle se comporte, enregistrer ses déplacements. Ça peut répondre déjà à plein de questions, aussi simple que ça. On peut faire d'autres choses. Par exemple, on a fait une expérience où on voulait voir comment elle faisait pour gérer quand elles se font déplacer par un coup de vent, parce que ça arrive dans les milieux désertiques, il y a souvent des vents qui soufflent. Donc t'as pris un ventilo et... Un souffleur de feuilles, Okay. Voilà. Et puis après, des déplacements. Ça nous a permis de montrer des choses du point de vue cognitif assez dingues, parce qu'on a montré qu'elles détectent la direction du vent avec les antennes, mais elles sont capables de la lire dans le ciel avec un compas céleste. Donc il y a un transfert vraiment de quelque chose d'égocentrique à quelque chose de vraiment allocentrique extérieur qui leur permettent de mémoriser la direction du vent. Ouais. Alors ça, c'est ce que tu fais sur le terrain. Du coup, c'est assez compliqué d'imaginer ce que tu dois pouvoir faire en labo, parce qu'elles n'ont pas de grand terrain à explorer, elles ne sont pas en plein milieu du désert. Donc qu'est-ce que tu leur fais faire dans le laboratoire? C'est pour ça qu'on utilise cette machine, qui est une réalité virtuelle pour fourmis, dans laquelle elles peuvent explorer sur des distances infinies, en fait. C'est une image projetée avec des LED, Ouais. et la fourmi est placée au centre, là. Tu l'attaches sur la petite boule, là? Ouais, la petite boule qui flotte sur un coussin d'air, et du coup, quand la fourmi cherche à se déplacer, en fait, c'est la boule qui se dérobe sous ses pieds. Ok. Et nous, on enregistre le déplacement de la boule, et comme ça, on sait ce que la fourmi veut faire. Mais on peut aussi manipuler l'environnement d'une manière qu'on pourrait pas le faire sur le terrain. Par exemple, tourner à gauche, ça peut devenir tourner à droite.
C'est-à-dire qu'elle tourne à gauche, mais au lieu que le paysage bouge normalement, il bouge dans l'autre sens. Voilà, comment la fourmi réagit. Est-ce qu'elle peut s'adapter à ça? Ça nous indique beaucoup de choses sur son cerveau, ça nous permet de tester des hypothèses qu'on ne peut pas tester sur le terrain, par exemple. Alors là, c'est quoi les résultats que tu as et les travaux sur lesquels tu es en train de travailler pour le futur là? On a réussi à faire des modèles vraiment basés sur le cerveau des insectes qui arrivent à faire émerger, quand on les met dans un corps et dans un environnement, un comportement qui correspond à un vrai comportement qu'on voit dans le milieu naturel. Dans l'ordinateur, dans le modèle informatique, voilà. Ça correspond. Sauf que on voit une énorme limite à cette approche. Par exemple, on a voulu tester une prédiction de notre modèle. Si on couvre l'œil de notre modèle et si on couvre l'œil d'une vraie fourmi, super, on voit qu'elles font exactement le même défaut de locomotion. Donc ça valide un peu notre modèle. Le problème, c'est que notre modèle, il est coincé à vie, alors que la fourmi, on a été surpris de voir qu'une heure après, on les voyait refaire leur route sans problème. Notre modèle, en fait, c'est une sorte de intenter un cerveau. Et on a trouvé ces règles. Mais en fait, la fourmi, c'est pas ces règles-là. C'est des règles de construction qui ont amené le cerveau à être comme ça, intenté quand on l'a regardé. Sauf que derrière, s'il y a un problème, le cerveau va se reconstruire autour, elle va compenser, elle va être capable d'être résiliente. Ça fait un peu écho à, par exemple, quelqu'un qui perd la vue. Son cerveau va avoir une plasticité pour mettre plus de place au toucher, à l'audition. Ces règles de plasticité, on n'y connaît vraiment rien. Donc on a une chance de les comprendre avec ces cerveaux un peu plus simples qui montrent quand même cette plasticité. Et ça, c'est vraiment spécifique à la vie, une machine. Exactement. Une machine, comme nos modèles, une fois qu'elle est cassée, elle reste cassée, quoi. La question de la navigation se pose aussi de manière passionnante chez d'autres insectes sociaux, les abeilles, qui appartiennent d'ailleurs à la même grande et belle famille des hyménoptères. Comme chez les fourmis, elles doivent explorer leur environnement pour trouver le succulent nectar des fleurs qu'elles transforment de manière complètement folle en miel en se le vomissant de bouche en bouche. Passons là-dessus. Ce qui est dingue avec les abeilles, c'est qu'elles sont capables de communiquer la direction en dansant, la direction de ce qu'elles viennent de trouver, aux abeilles restées à la ruche. Je le répète pour ceux qui ne le savaient pas, elles indiquent la direction en dansant. Vous imaginez ? Bah oui, il n'y a pas moyen de laisser une traînée de phéromones dans l'air. Avec une petite brise, toutes les abeilles partiraient à la dérive. D'autres chercheurs du CRCA cherchent à comprendre comment un cerveau aussi petit est capable de faire ce genre de truc de ouf. Alors les abeilles domestiques dansent. Quand elles reviennent à la ruche avec l'information d'une source de nourriture, elles vont faire une routine, un 8, avec un zigzag au milieu, qui va indiquer aux autres abeilles la localisation précise de la source de nourriture qui a été découverte. On sait le traduire, là, cette espèce de langage dansant? On arrive à le lire? Alors voilà, cette danse, elle a été observée depuis des millénaires. Aristote en parlait déjà dans ses écrits. Mais c'est vraiment en 1945, a priori, que Carl von Frisch, un des fondateurs de l'éthologie, a compris le code de la danse avec un chronomètre et un compas. Donc en déplaçant une source de nourriture autour d'une ruche, il a pu voir que les abeilles allaient changer leur danse et que cette danse était corrélée à l'emplacement exact de cette source de nourriture. Comment vous posez encore la question et quelles nouvelles hypothèses vous faites et quels dispositifs expérimentaux vous mettez en place? Alors ce qu'on pense depuis une cinquantaine d'années, c'est qu'effectivement ces abeilles indiquent un point précis dans l'environnement. Une source de nourriture, un pot d'eau avec du sucre. Or, depuis quelques années, on s'intéresse à la façon dont les abeilles visitent plusieurs sources de nourriture. Donc on a commencé à faire des expériences où on avait plusieurs pots d'eau sucrée, et les abeilles allaient visiter ces différents pots, et on s'est aperçu qu'elles allaient quand même danser au retour à la colonie. Donc potentiellement, dans cette danse, il y a plus d'informations que ce qu'on pensait. Et alors, c'est quoi les nouvelles expérimentations que vous faites là? C'est quoi ce truc? Alors ça, c'est un peu différent. Donc, c'est une façon de tester les capacités cognitives des abeilles en milieu naturel. Donc là, aujourd'hui, bien sûr, on est en laboratoire, on est dans une phase de développement. Mais ce dispositif a pour ambition d'être posé au milieu d'un champ. Et il va attirer des abeilles, domestiques ou sauvages, qui vont venir se faire tester pour leur capacité cognitive pour obtenir une goutte d'eau sucrée. Donc cet appareil, il sert à tester l'apprentissage visuel des bourdons ou des abeilles. Et c'est pour ça qu'on a des signaux lumineux à gauche et à droite. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apprendre aux bourdons à associer une couleur à une récompense. Donc on peut voir que lors des premiers passages, ils vont dans les branches droite et gauche du labyrinthe sans but précis, ils ne cherchent pas vraiment de la nourriture, ils paniquent un peu. Mais petit à petit, au fur et à mesure des passages, par exemple au 10e passage, on voit que le bourdon a appris et sait qu'à la fin de cette épreuve, il y a une récompense de la nourriture. Et donc on voit qu'il panique beaucoup moins quand il est dans la porte et qu'en sortant de la porte, quand le test commence,
il va directement à la récompense ou au moins il va à une branche où il pense qu'il y a une récompense assez vite. Aujourd'hui, on l'a automatisé, miniaturisé, et on l'a rendu capable d'être autonome dans un champ. Et donc, on va pouvoir comme ça tester des centaines, voire des milliers d'abeilles sur des périodes très courtes et en continu. Et donc, on va pouvoir mesurer la santé mentale de nos abeilles in situ. Oui, parce que leur cerveau, il est tout petit, du coup, il est incroyablement optimisé. Elles ne peuvent pas se permettre de perdre quelques neurones. C'est l'hypothèse qu'on pose, effectivement. Ces animaux, avec ce mini-cerveau, sont capables de réaliser des prouesses cognitives. Et donc on pense que la moindre agression du système nerveux, la moindre agression d'un neurone, eh bien, va réduire les capacités cognitives de ces abeilles. Et si une abeille n'arrive plus à reconnaître 2 couleurs ou 2 odeurs, elle n'arrive plus à choisir des bonnes fleurs, elle n'arrive plus à butiner. Et donc si elle a une colonie à nourrir, au bout d'un certain moment, la colonie n'aura plus assez de nourriture pour grandir. Ou si l'abeille est solitaire, eh bien, toutes les larves qu'elle doit nourrir vont dépérir. Donc l'enjeu, il est là aussi de pouvoir prouver que les pesticides ont un impact écologique sur les abeilles et du coup sur toute la pollinisation. Alors bon, ça on le connaît maintenant, hein. Les pesticides, ça fait une vingtaine d'années qu'on a démontré scientifiquement que c'était mauvais. Ça on le sait, il n'y a pas de souci. Ce qu'on sait moins, c'est comment différents facteurs de stress interagissent entre eux. Il y a des pesticides, mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas pris en compte jusqu'à présent. Les métaux lourds, la malnutrition, les parasites et les pathogènes qu'on importe, avec les transports humains, etc. Et ces cocktails de facteurs de stress et leurs effets sur les pollinisateurs sont très mal connus. Or ici, l'idée, c'est d'avoir ce capteur de cognition que l'on déploie dans l'environnement, dans différents environnements avec des niveaux de pollution contrastés, pour essayer de comprendre quels sont les cocktails qui vont être les plus nocifs pour les abeilles. Bientôt, on va aller au Japon, par exemple, à Fukushima, pour étudier l'effet de la catastrophe nucléaire sur les pollinisateurs sauvages. Et puis on a fait des expériences également dans des mines d'or, des anciennes mines d'or qui sont extrêmement contaminées aux métaux lourds. Et on peut à terme imaginer influencer sur les politiques locales pour arrêter certaines pollutions ou au contraire favoriser certaines actions. L'avancée des technologies nous permet de voir toujours plus loin dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Mais elles nous permettent aussi de voir de plus en plus précisément le monde intérieur des autres êtres vivants qui peuplent notre planète bleue. La même planète, des milliards d'autres mondes, fait d'odeurs, de couleurs, de rythmes, de sensations qui nous sont inconnus. Les progrès de l'éthologie nous montrent la chance que nous avons de cohabiter sur Terre avec des êtres si spectaculaires, si indispensables à l'équilibre global de notre écosystème. En découvrant l'intelligence et le monde des insectes, c'est notre intelligence et notre monde qui grandit. Est-ce que ça suffira à nous rendre assez intelligents pour ne pas finir tout seul ? Va savoir.